de faire cette présentation en introduction à Python. Ouais, en termes d'introduction, je suis docteur en statistique et doctorat que j'ai obtenu en 2018 à l'université panafricaine au Kenya. Et depuis, je suis avec EMS un an après mon doctorat. Donc, j'ai commencé à EMS Sénégal en tant que professeur assistant. Et après, j'ai continué en France pour un postdoc. Et après la France, je suis encore venu pour être professeur assistant encore à EMS Rwanda. Et après 10 mois, on m'a donné aussi 3 ans de recherche. Bon, recherche. Et aussi, je suis data scientist actuellement du centre de recherche de EMS. Donc, voilà. Et en parallèle, je travaille aussi à l'Institut national des statistiques du Rwanda. Et là-bas, mon travail consiste à capaciter les gens, c'est-à-dire, comment on dit capacity building? Oui, le renforcement de capacité en data science. Donc, c'est un peu ça mon travail. Donc, voilà. Et je suis très, très à l'aise en programmation R plutôt. Et Python, je le fais aussi. Et voilà. Donc, soyez un peu patient si jamais quelque chose ne se fait pas dans les normes. Comme disait Abdel, il se peut qu'il y ait déjà des gens très, très avancés. Donc, voilà. Bon, ça dépendra. J'essaie juste de ne pas dire que je suis un expert en Python. Je suis très, très bien en R et bon, quand tu connais déjà un langage comme R, comme Java, tu peux facilement t'adapter dans n'importe quel langage. Donc, je fais du Python, je peux faire du basique jusqu'aux choses compliquées. Et voilà. Donc, on n'est jamais expert dans quelque chose. Bon, ça, c'est en termes de présentation. En plus de la recherche, j'enseigne aussi. J'enseigne à EMS Rwanda. J'ai récemment, par le biais de notre frère Issa Karambal, qui est aussi un chercheur ici, je suis allé enseigner un de ses cours aussi à EMS Ghana. Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça en termes de présentation. Et voilà, on va aller directement sur comment faire le setup de Python. Ça dépend de où est-ce que vous voulez commencer à exécuter vos codes. Pour ceux qui n'ont pas encore peut-être installé Python, il y a le Google Colab. Je vais partager mon écran, comme ça je peux directement vous montrer comment ça se passe. Et pour ceux qui ont des questions, il y a à côté du chat et people, ou bien les gens, vous allez voir une sorte de main. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et poser des questions. Et comme ça va permettre l'interaction. Voilà, je vais partager mon écran. Donc, confirmez si vous le voyez. Ouais, cool. Je vais aussi enlever la vidéo qui n'est plus nécessaire. Voilà, donc, je vous parlais de Google Colab. Donc, vous pouvez accéder à Google Colab en cherchant Colab Research Google. Donc, ça va vous amener directement dans Google Colab. Je vais mettre ça dans le chat, comme ça, vous pouvez carrément cliquer si vous voulez. Voilà, dès que vous cherchez ça dans la barre de recherche, vous allez avoir cette vue. Donc, vous pouvez cliquer sur New Notebook ou bien nouveau calepin. Ça dépend de la traduction qui est de l'autre côté. Donc, dès que vous avez cliqué sur New Notebook, vous allez avoir un visuel comme ça. Donc, je zoome un peu. Donc, c'est ici qu'on peut écrire nos codes. Donc, c'est ici qu'on écrit les codes. Et si on veut du texte, par exemple, on peut, si vous voulez ajouter, par exemple, un texte en haut de cette cellule, vous pouvez cliquer. Allez vous approcher un peu le dessus de cette cellule, vous pouvez ajouter du texte au-dessus. Et ici, par exemple, vous pouvez ajouter des titres, par exemple, mon premier code Python. Et là, vous voyez que c'est un titre. Et c'est ici que les codes maintenant, c'est ici qu'on code. Donc ici, c'est un code. Vous pouvez écrire un commentaire en le précédant par dièse. Et là, c'est pas quelque chose qui va s'exécuter.
Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent écrire le code sur Colab. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser, ça, c'est en ligne. Maintenant, le problème avec ça, c'est que si vous n'avez pas Internet, ça va être un peu chaud. Même s'il y a possibilité de télécharger notre Localepin et continuer en local. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui veulent maintenant écrire le code localement, je ne sais pas si tout le monde a déjà fait la configuration. Vous pouvez installer Python. Vous installez Python dans votre système. Donc, Python peut être installé sur plusieurs plateformes. Il peut être installé sur Windows, sur Mac. Bon, chez moi, c'est le Mac. Donc, il me propose de télécharger la version Mac. Et voilà, une fois téléchargé, maintenant, vous pouvez faire un link avec Visual Studio. Donc, pour ceux qui n'ont donc Visual Studio, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi installer. Non, Visual Studio Code. Donc, non, ça, c'est pas celui-là. Si vous avez Visual Studio Code, voilà, vous pouvez aussi le télécharger et l'installer. Donc, vous allez avoir ceci. OK. Maintenant, si vous avez le Visual Code, vous pouvez maintenant aller dans New File. Et puis, vous dites, je veux avoir un Jupyter Notebook. C'est vrai qu'il y a des add-ons à installer. Donc, vous pouvez chercher dans Jupyter Notebook. Voilà, donc il y a des choses à installer. Vous voyez des trucs Microsoft, Jupyter Hub, Jupyter Keymap, Jupyter Notebook. Tout ça, il faut les installer pour que tout le setup soit au complet. D'accord? Et voilà, ici, c'est pareil. Donc, si vous voulez ajouter du texte avant le code, donc vous approchez juste le dessus ici, vous allez avoir le Markdown. Markdown qui est la même chose que texte dans le Google Colab. Donc, ça, c'est le texte, mais dans Visual Studio, on parle de Markdown. Donc ici, c'est mon premier code Python. Et maintenant, dès que vous écrivez, pour pouvoir sortir pour pouvoir exécuter la cellule, il y a le bouton plus ici. Voilà, on vous demande de choisir le kernel. Donc, maintenant, moi, je choisis le kernel de Python. Attends, qu'est-ce que je fais de... Non, ça c'est Julia. C'est pas ça. Python kernel. Mais pourquoi ça a disparu? Oh, yeah. Non. Pourquoi ça a disparu? Qu'est-ce que j'ai choisi au départ? Essaye de voir si c'est l'extension Python est téléchargée. C'est ton environnement VS Code. Oui, même ce matin, Ouais, j'avais. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai tout. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer juste sur le bouton ou soit faire le contrôle Shift Entrée. Vous allez avoir. Vous pouvez l'avoir bien écrit comme ça. OK? Et ici, c'est là où on écrit les codes. Donc, commentaire, c'est contrôle là-bas, contrôle slash pour les commentaires. Donc, on écrit les commandes, on écrit le code ici. Le code ici. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va vraiment écrire les codes. Donc, si vous êtes d'accord avec moi que voilà, tout le monde a le setup, il y a encore un troisième setup qui est aussi de lancer Jupyter Notebook directement dans le terminal et puis directement, ça vous amène dans la page Google Chrome. Et ça, exactement le même visuel que Colab ou soit Visual Code. Donc ici, il faut juste écrire un premier code avec Python. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un problème avec le Jupyter Notebook en ligne. Je peux créer un script, mais pour l'ouvrir, c'est un souci. Du coup, je ne l'utilise pas depuis un moment. J'utilise seulement
Visual Code. Donc, ça, c'est une troisième possibilité. Voilà. Cool. Donc, maintenant, on peut revenir. Moi, j'ai choisi Visual Code pour ce cours. Donc, OK, cool. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les choses très, très basiques. Donc, Python, c'est un langage qui a été créé par un Allemand. Il s'appelle Zido, mais on l'appelle Zido, quoi. Zido, si vous voulez, Zido Van Rossum. Donc, ça, c'est lui en 2024. Et il travaille actuellement à Microsoft. Donc, c'est lui qui l'a créé. Et Python, c'est pas un nom qui vient d'un serpent. C'est pas le serpent Python. Il voulait avoir quelque chose d'amusant et puis voilà. Et il a nommé après cette série Monty Python dans les années 70. OK, voilà. Donc, même si il y a des ramifications, bien, il y a des logiciels comme bon, des gros logiciels comme Anaconda, qui est vraiment le nom d'un serpent, qui a les Python et tout ça dedans. Donc, Python, c'est pas après un serpent. Donc, voilà. Donc, on n'est pas en train d'apprendre le langage d'un serpent. Bon, juste une anecdote. Voilà. Ce QR code, c'était pour un cours que je donnais, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, ici, on va commencer par les choses très basiques, qui est, par exemple, la création des variables. OK. Donc, dans un langage de programmation, il faut d'abord savoir comment afficher un message. Donc, dans tous les langages de programmation, vous avez dit, bon, on commence par le Hello World, donc on va seulement print. On va print quelque chose du genre salut tout le monde. Hein. Donc, voilà, c'est ce qui est écrit dans les codes ici qui est retourné dans le output. Donc, on peut aussi dire print, hello world. Voilà, donc on a ce genre de visuel. OK, donc ça c'est juste pour commencer. Comme c'est la règle dans tous les langages de programmation, commencez d'abord à saluer le monde. Donc, ça là. Et je vais premièrement parler de ce qu'on appelle les opérateurs. D'abord, les opérateurs arithmétiques. Donc, quels sont les opérateurs arithmétiques qu'on connaît? On a, par exemple, on peut faire de l'addition. Donc, c'est matérialisé par le plus. Donc, tout langage de programmation a son côté calculateur, quoi, comme les calculatrices. Donc, par exemple, si vous voulez directement taper dans la console, vous avez 1 plus 1. Voilà, c'est égal à 1. Et une chose que j'ai oublié, c'est qu'on peut aussi accéder à Python directement dans la console. Dans la console, et on peut aussi avoir le côté calculatrice ici. Donc, si vous tapez seulement Python dans la console, vous avez ceci. Et vous pouvez maintenant faire le 1 plus 1. Voilà. Donc, ici, c'est la console de Python. Donc, vous avez les deux qui est retourné ici. D'accord? Donc, c'est exactement, voilà, c'est exactement le côté console ici qui est dans toutes les cellules ici. Donc, quand vous faites 1 plus 1, c'est comme si vous le tapez dans la console de Python. Yes, I'm busy. Oui, va dehors. Oh là là. Allez. Merci, papa. Allez, bye. Merci, papa. Le babou. Désolé, les gars. OK. All right. Donc, je disais que quand on fait les calculs comme le 1 plus 1, c'est comme si on le tapait directement dans la console. Donc, on peut faire toute opération possible. Maintenant, si vous avez plusieurs opérations comme 1 plus 1, 1 plus 10, c'est la dernière opération qui sera affichée. Hein, ce sera la dernière opération. Donc, si vous voulez que les deux soient affichés, il faut faire du print à tout le monde. Donc, il faut faire le print en haut ou print en bas. Comme ça, vous pouvez avoir maintenant les résultats des deux. OK? Voilà.
Ça, c'est pour l'addition. On peut aussi avoir un truc pour la soustraction. Pareil. Donc, on peut aussi print 1 moins 1. Voilà, ça qui donne 0. On peut dire, par exemple, print 140 moins 67. Voilà, c'est juste de la calculatrice. Et ainsi de suite, on peut diviser. Donc, par exemple, 10 divisé par 3, on a ce nombre-là. Si on veut faire plusieurs opérations dans la cellule, donc print encore 90 divisé par 45. Voilà, on a 2. OK, donc ça, c'est côté opération. Et on a aussi la multiplication. Donc, on peut... Donc, choisissez les nombres qui vous semblent, voilà, jouer avec la console. Donc, on a print, on peut avoir 80 multiplié par, voilà. Donc, la multiplication, ici, vous utilisez l'étoile. OK, pour la division, c'est le slash. Pour la soustraction, c'est le dash. Et addition, c'est plus. Voilà. D'accord? Du coup, ça c'est, on a aussi un autre opérateur qui est le modulo, matérialisé par ceci, par les modulo. Donc, voilà. Donc ici, ça c'est le reste de la division entre deux entiers. OK? Donc, par exemple, 10 divisé par 3, on sait que le reste, c'est quoi? C'est 1. Voilà pourquoi vous avez le 1 ici. Et si le reste est 0, ça veut dire que on peut interpréter ça si par exemple, si on a un nombre x, par exemple, modulo 3 est égal à 0, hein, donc ça veut dire que x est un multiple de 3. D'accord? Par exemple, si on a par exemple 1024 modulo 2, si ça donne 0, ça veut dire que 1024 est un multiple de 2. Et c'est vrai, si on a 2 à la puissance 10, ça nous donne vraiment les 1024. Donc, c'est la raison pour laquelle 1024 est un multiple de 2. D'accord? Voilà. Donc, en même temps, je vous ai montré le modulo et en même temps, il y a aussi l'opérateur puissance. La puissance. Et ça, c'est l'opérateur modulo. Voilà. Donc, la puissance en Python est caractérisée par double étoile. Et je ne suis pas sûr que si vous utilisez, si vous avez une connaissance peut-être en R, si vous utilisez le chapeau, par exemple 2 puissance 10, je ne suis pas sûr que vous ayez la même chose. Donc, voilà. Donc, c'est pas le bon opérateur. OK. Voilà. Donc, on a aussi les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques. Et ces opérateurs logiques, eux, le résultat nous donne aussi des booléens. Donc, les booléens, c'est true pour vrai et false pour faux. Donc, true, ça signifie vrai et false pour faux. Donc, ces opérateurs logiques, le résultat nous donne des true et des false. Donc, premièrement, on peut tester par exemple l'égalité. L'égalité, je vais forcer pour avoir l'accent. OK, l'égalité. Si on veut tester, par exemple, si 1 est égal à 2, donc normalement, c'est pas vrai. Égalité, c'est double égal maintenant. C'est matérialisé par le double égal. Donc, comme 1 n'est pas
égale à 2, vous allez voir que c'est faux. OK? Et maintenant, on peut aussi tester bon, on a aussi les opérateurs comme, attendez, je supprime. Bam. J'ai un autre marque dans Python. Voilà. Donc, je peux aussi tester l'inégalité. OK? L'inégalité, donc c'est matérialisé par ceci. Donc, on peut tester si est différent de 1. Donc, comme 1 est égal à 1, donc voilà, ça nous dit ceci. Et puis, il y a aussi ceci. Ah, non, non, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas là. Non, c'est juste la différence. Ça, c'est l'inégalité ou la différence. Ou la différence. Donc, c'est matérialisé par ici. Et puis, on a aussi, on peut seulement dire différence parce que ça peut prêter à confusion. Donc, maintenant, les inégalités comme inférieur ou égal. Inférieur, donc au sens strict, on va laisser ça comme ça. Donc, c'est matérialisé par ceci. Est-ce que 1 est inférieur à 1? Non. Est-ce que maintenant inférieur ou égal? Ou égal à. Je vais forcer l'accent. Donc, c'est inférieur et on met l'égalité pour dire est-ce que 1 est inférieur ou égal à lui-même? Oui, tout nombre est inférieur ou égal à lui-même. Après, je peux vous montrer pourquoi cette logique marche. Et c'est rapide. Il se pourrait que ce soit rapide et personne ne parle. Je vois un peu les commentaires. Pas de commentaires. Bon, il n'y a pas le chat déjà, il n'y a pas d'action. Cool. Vous pouvez ouvrir votre micro et aussi parler hein, si vous voyez que c'est rapide. S'il y a quelque chose à revisiter. Donc, on a inférieur égal. Maintenant, on a strictement supérieur. Donc, c'est ceci. Bon, est-ce qu'on va tester si 2 est supérieur à 1? Oui, c'est vrai. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 10? C'est faux. Ça, c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal à. Donc, c'est ceci. D'accord? Cool. Donc, on a les infériorités, inférieur égal, supérieur égal, on a l'égalité, on a la différence. C'est bon. Maintenant, le reste, on peut aussi parler des opérateurs logiques comme le AND, qui est matérialisé par ceci, par AND même. Et il y a aussi le OR, okay, qui est matérialisé par OR aussi. Donc, voilà. Donc, comme on est en français, ici c'est le et ça c'est le ou. Voilà. Donc, je vais supprimer ceci, ajouter un code. Donc maintenant, on peut tester les choses qu'on faisait en algèbre. Par exemple, quand une condition est vraie et une autre est aussi vraie, le résultat doit donner quelque chose de vrai. D'accord? Donc, je vais faire des prints. Donc, le vrai ou vrai, ça donne du vrai. Maintenant, si j'ai l'une qui est aussi équivalent à ceci, donc, côté commutativité, donc c'est la même chose. Donc, on a juste permuté le true et le false. Donc, le vrai et vrai nous donne du vrai. Si l'une des deux est fausse, donc ça doit être faux, comme on veut avoir les deux en même temps vrai. Donc, si l'une est fausse, directement, ça
ça rend tout faux. Et maintenant, si au moins une est fausse, tout est faux. Ça, c'est pour l'opérateur AND. Maintenant, pour l'opérateur OR, les choses sont un peu différentes. C'est un peu différent. C'est-à-dire, si l'une des propositions est vraie, alors ça va nous donner vrai. Et si toutes les deux sont fausses, ça nous donne faux. D'accord? Et ceci, on l'utilise beaucoup dans le contrôle, dans le contrôle de flux. Par exemple, si vous êtes dans une boucle et vous voulez tester différentes valeurs, par exemple, si l'âge, par exemple, est égal à 30 et la situation matrimoniale est célibataire ou bien machin, alors classifie, par exemple, ceci, fait cela. Donc, c'est contrôle de flux, comment on appelle, contrôle flow, nous aide à donc connaître ces genres de logique, c'est la base de la programmation. Donc, voilà. Cool. Après ceci, je vais montrer pourquoi aussi on a dit 1 est inférieur ou égal à lui-même. Pourquoi c'est vrai. Donc, si 1 est inférieur ou égal à lui, donne vrai, c'est parce que ça peut être décomposé à 1 est strictement inférieur à 1 ou 1 est égal à 1. Donc, comme vous voyez ici, cette première condition, c'est 1 inférieur à 1. Normalement, elle est fausse. Elle est fausse. Maintenant, si on ajoute le ou, 1 est égal à lui-même, c'est la deuxième est vraie. Donc, faux ou vrai. Donc, si on regarde cette table, faux ou vrai, qui est équivalent aussi à vrai ou faux, ça nous donne vrai. Voici la raison pour laquelle un nombre est toujours inférieur ou égal à lui-même. D'accord? Voilà, donc on a couvert tout ce qui est opérateur. C'est vrai, il y a d'autres qui existent. Ça, c'est les basiques qu'on peut utiliser. Maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est de connaître comment construire des variables dans Python. Donc, variable, c'est juste un objet qui est sauvegardé quelque part dans la mémoire de Python. Donc, on peut donner une variable de caractère qu'on va appeler le nom, par exemple. Donc, le nom, c'est, si vous voulez, le nom, c'est lemma. Donc, ça, c'est un caractère. Et si je demande à Python quel est le type de cette variable, il va me dire que c'est un string. str, c'est le diminutif de string. String qui signifie chaîne de caractères en anglais. D'accord? Et voilà. Et je peux aussi définir, voilà. Donc, si je veux connaître le type, ça veut dire que j'ai déjà le nom en mémoire. Donc, je peux aussi faire un print du nom et vous allez voir que il est affiché directement dans la console. Voilà. Donc, la classe, c'est string et la valeur est affichée directement quand on fait print nom. En plus, l'âge, voilà, je peux prendre un truc au hasard, je peux prendre 39. Donc, maintenant, quel est le type de l'âge? On peut aussi le printer, on peut l'afficher. Et on peut demander aussi à Python de nous afficher carrément l'âge. Donc, Python nous dit que c'est un integer. Donc, integer, c'est un nombre entier. Et la valeur, elle est affichée directement. D'accord? Donc, on a déjà couvert deux types. Donc, c'est des variables. Variables parce qu'on peut
assigner la valeur à un objet qui est nom, donc c'est une variable directement dans Python. Et on peut savoir aussi de quel type la variable assignée est. Donc, on est en train de couvrir directement deux choses à la fois. Et on a encore, par exemple, on peut parler de la taille. OK. On peut dire, par exemple, 1,80 et print type de la taille. Et après, on peut aussi faire print de. Puis, on peut voir le type et puis la valeur, directement sauvegarder en mémoire. Donc, ici, on nous parle d'un float. Donc, float signifie un nombre décimal, donc des nombres flottants, donc des nombres décimaux. Dans certains cas, vous allez voir que c'est un double. J'ai une question. Oui. Pourquoi on écrit souvent une variable en majuscule et sans accent? Pourquoi? Je pense que c'est juste pour simplifier l'écriture, parce que des fois, il y a un problème d'encodage. Donc, si on met les accents, déjà, tu peux avoir un problème dans certains éditeurs. On va te dire que l'encodage, blablabla, et ça peut causer des problèmes. C'est conseillé d'avoir les variables en minuscules pour éliminer un peu le problème de la sensibilité à la casse, case sensitive. Donc, il y a beaucoup de langages qui sont case sensitifs. Donc, c'est conseillé d'avoir les variables en minuscules. Mais tu peux bel et bien avoir la taille avec majuscule, avec un I majuscule. Mais c'est pas beau, quoi. C'est pas beau à voir. Donc, voilà. Mais le problème, tu peux avoir des accents, il n'y a pas de souci. Mais étant donné que j'étais déjà parlé de l'encodage, c'est pas vraiment un problème. Tu peux avoir les accents, mais tu te rassures que les choses marchent bien et que l'encodage est peut-être le UTF-8 pour ne pas avoir de soucis. Maintenant, la chose à éviter, c'est d'avoir, par exemple, les espaces dans les noms. Donc, par exemple, la taille de l'élément. Donc, une variable ne peut jamais se définir comme ça. Maintenant, ici, Python est en train de réfléchir. Taille, bon, je peux comprendre que c'est quelque chose. Maintenant, le 2, c'est quoi? C'est comme s'il est en train de regarder, voilà, après tout le monde ici, est-ce que c'est quelque chose de défini dans la mémoire? Mais voilà. Donc, le mieux, c'est de mettre les underscores comme ça, si vous voulez avoir un nom explicite. Voilà. Et là, ça, c'est admissible comme nom de variable. Mais je ne conseille pas vraiment les accents. Les majuscules, oui, ça peut passer. D'accord. OK. Mais moi, bon, chacun choisit ce qui le convient. Moi, je crois toujours les choses en minuscules et voilà, ça passe, quoi. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, merci. Donc, comment je vais appeler ce groupe? C'est Chat AI, non? Oui, oui. Ouais, ok. Je suis en train de regarder déjà le script pour partager après. Voilà. Ouais, je suis en classe. Je vais te rappeler. Cool. OK. Voilà. Donc, ici, c'est un flottant. Donc, ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Donc, si j'avais mis un 39.0, ça allait directement devenir aussi un flottant. Donc, avec le point ici, Python reconnaît que c'est un nombre à virgule. Et des fois, c'est moins risqué de mettre directement un integer parce qu'il y a certaines opérations qui ne se passent pas directement entre les entiers et les flottants. Donc, par mesure de sécurité, si vous avez un entier, mieux vaut mettre
le input. Au lieu de mettre un entier, il faut mettre 39.0. C'est plus safe. Voilà. Donc, et maintenant, il y a aussi un autre type qui est le booléen. Le booléen. Ou logique. Donc, on peut aussi assigner, par exemple, une variable vraie. On peut donner un true. On peut l'assigner. On peut affecter la valeur true à vrai. Si on est en train d'écrire, par exemple, une fonction, on peut assigner la valeur vraie à une variable et ça passe aussi. Donc, on peut print ici le type de vrai et on peut print aussi ici ce qui est dans vrai. Voilà. Donc, booléen, c'est ce qui vient, par exemple, des opérateurs logiques comme ceci. Et c'est vrai que on peut aussi sauvegarder directement le résultat d'un test, par exemple ceci, dans une variable booléenne. Directement, on peut faire ceci aussi. On peut dire vrai est égal à ça. On veut voir si c'est vrai, en fait. Et on peut aussi faire un print du type de vrai. Donc, la valeur du vrai d'ici est écrasée parce que j'ai défini la même ici. OK? Donc, le true d'ici, c'est pas ce qui est là. Si je mettais false, vous allez voir que la valeur est false ici, mais comme je définis encore le nom de la même variable, ça veut dire que je suis en train d'écraser ce qui était déjà en mémoire avec la variable vraie. Donc, il faut aussi faire attention dans la définition des variables. Donc, je pouvais peut-être ajouter un 2 ici pour dire vrai 2, pour ne pas écraser voilà, la valeur de la variable précédente. Donc, ici, vous allez voir que c'est toujours un booléen, même si c'est le résultat d'un test. Ouais. Et puis, on peut chercher à voir le type. Donc, c'est bool, comme pour booléen, et la valeur, c'est vrai parce que ce test-là est vrai. Donc, 1 est inférieur ou égal à lui-même. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer vers ce qu'on appelle les contrôles. Les contrôles de flux. Oui, allez-y. Je suis venu avec un peu de retard, mais j'aimerais savoir quel éditeur vous utilisez là-bas. Ah, j'utilise VS Code, Visual Code. Voilà, vous pouvez le télécharger directement à partir de cette page. Donc, vous tapez en recherche VS Code directement ou un Visual Code, Visual Studio Code, et puis vous pouvez télécharger celui-là. Bon, pour faire simple, vous pouvez aussi aller dans Colab et faire la même chose. Google Colab. Pardon? Oui, on a déjà, on suppose que tout le monde a déjà le setup. Et j'espère aussi qu'on est en train de vraiment d'évoluer. Ah, j'espère vraiment qu'on est en train d'évoluer ensemble, pas à pas, pour ne pas laisser les gens derrière. Donc, voilà. OK. Je peux continuer? Oui, c'est bon, merci. Allez-y. OK. Donc, les contrôles ou bien structures, on appelle ça aussi structure de contrôle. Okay. Les structures de contrôle. Ou bien les structures de décision. Ça dépend de comment vous appelez. Donc, c'est pour tester, par exemple, si on a, par exemple, une liste définition, une liste, par exemple,
Voilà, en même temps, voici comment on définit une liste. Hein. C'est aussi une variable. Donc, une liste, on a 1, 2, 3. Je suis en train de définir ça manuellement. Il y a encore un moyen de définir ça proprement. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut s'arrêter à 10. Donc, ça, c'est comme ça qu'on définit une liste. Mais plus simple, on pouvait faire L égale à range 1, 11. Donc, ça nous donne exactement la même chose. OK. Donc, on peut revenir sur ça après. Donc, maintenant, pour cette liste de 1 à 10, OK. Là, je suis en train d'aller même très loin. On peut, par exemple, indexer l'élément. En Python, l'index commence à partir de 0. Donc, le premier élément de 0, c'est L de 0. Donc, on peut tester si l'élément, le premier élément de L est, modulo 2 est égal à 0. On est en train de tester. Donc, si c'est ça, on va print true, OK, pour dire vrai. Maintenant, sinon, on va maintenant print false. Voici, ce code signifie quoi? C'est-à-dire, on veut tester si le premier élément de L ici est un multiple de 2. Si c'est vrai, on va dire que oui, c'est vrai. Sinon, on va dire que c'est faux. Donc, si on exécute, on va voir que le premier élément de L, c'est 1. Et le reste de la division entre 1 et 2, c'est différent de 0. Hein, si vous voulez, je peux encore écrire ça ici. 1 modulo 2 nous donne 1, donc qui est différent de 0. Voilà pourquoi cette condition n'est pas vérifiée et c'est ce qui est sous else ici qui sort. C'est-à-dire, si la condition est vérifiée, c'est normalement ici que ça devait apparaître. Et comme ce n'est pas vérifié, c'est la partie sous else qui est affichée. On peut encore modifier la version de ce code pour dire, par exemple, au lieu de print, on peut dire, on peut écrire un F ici pour dire, OK, L de 0 n'est pas un multiple de 2. Non, est un multiple de 2. Donc, ce message, j'aurai besoin de ça après. Donc, je vais copier. Copie. Et ici, c'est plutôt est un multiple de 2. Et ici, je vais faire F. Tac. L de 0. Attention. Pourquoi ça saute là-bas? V, voilà. N'est pas un multiple. Donc, voilà, au lieu d'afficher les true et false, donc ici, on dit que 1 n'est pas un multiple de 2. Donc, si je changeais, par exemple, disons, le deuxième élément qui est L1, et je change encore ici, je change encore là, donc vous allez voir, on va voir que 2 est un multiple de 2. Donc, maintenant, cette condition est alors vérifiée. Donc, c'est ce qui est sous le if qui est exécuté. Donc, la partie du else, qui est le contraire, ne s'exécute pas. Donc, c'est un peu les contrôles de flux. OK. Voilà. Et il y a aussi le elif. C'est quand on a plus de 2 conditions. C'est quand on a plus de 2 conditions. Donc, voilà. L'exemple va être donné en exercice plus tard. Donc, un exercice. Exercice, par exemple, écrire un exercice. Qu'est-ce que je fais? Exercice. Écrire un code Python qui résout l'équation du second degré
à une inconnue. Donc, cette équation peut être donnée par A x au carré plus bx plus c est égal à 0. Bon, la condition, on ne donne pas de condition sur A pour ne pas après dire que, bon, si A égale à 0, ce n'est plus une équation du second degré à une inconnue. Voilà. Donc, avec cet exemple, on peut utiliser aussi le elif. C'est-à-dire qu'ici, on pouvait ajouter encore le elif. Donc, ça veut dire que else, en fait, c'est le diminutif de else if, c'est-à-dire sinon si. Donc, elif, si on avait encore une condition L0 is equal to 0, on peut prendre aussi un message pour dire que la valeur L, non, on est en train de tester sur le L1, donc la valeur L1 est nulle, par exemple, ou égale à 0. Voilà, donc vous voyez que c'est simplement là où c'est vérifié qui marche. Donc, imaginons qu'on avait le deuxième élément égal à 0. Je mets juste un 0 ici pour vérifier. Donc, j'ai ceci. Bam. Donc, c'est la partie égale à 0 qui s'affiche ici. 0 est un multiple de machin. Donc, A, 0 est un multiple de 2. L'élément situé à la position 2. Normalement, ces deux conditions sont vérifiées, mais dès que ça entre chez le if, ici, il s'en fout. Donc, ça veut dire que pour avoir maintenant les deux messages, il fallait peut-être imbriquer encore un if à l'intérieur du if pour pouvoir avoir les deux affichages. Donc, on peut avoir aussi des if imbriqués. Donc, ça veut dire, pour que ceci marche, il faut peut-être ajouter aussi un and ici aussi, si on veut, pour avoir deux conditions. Comme ça, on peut prendre ce message et mettre en haut ici. Donc, ça dépend de comment on veut structurer notre code, quoi. Voilà. Cool. Maintenant, on veut vérifier. Donc, je le mets en première position. 0, 1. Donc, ceci étant, maintenant, on peut aussi, cet exercice, je le laisse à tout le monde. Et le hint que je vais donner, les indications que je vais donner, c'est ici, il faut pas, on ne va pas écrire toute une équation dans la fonction et on ne sait pas encore définir une fonction. Donc, je vais en revenir. Je vais revenir sur ça. Donc, je vais nous montrer comment on va définir une fonction dans Python. Et puis, voilà, on pourra. Mais on n'a pas forcément besoin aussi de définir une fonction. Mais ce sera l'idéal. L'idéal, ce sera de définir une fonction qui va prendre les paramètres, une fonction en prenant les paramètres A, B et C simplement. Et on sait qu'il y a une chose qu'on doit faire, c'est calculer le discriminant. C'est sur le déterminant, le discriminant, ouais. Le discriminant delta. Donc, qui est égal à B au carré moins 4 fois A fois C. Dès qu'on l'a calculé, c'est tout. Après, on décide de comment les choses doivent être. Voilà. Donc, ça, c'est le hint pour cet exercice. Donc, maintenant qu'on connaît les contrôles, l'idéal aussi, c'est d'avoir une boucle, de connaître ce que c'est que une boucle. Les boucles chez Python. Donc, on a la boucle for qui est pour, et la boucle while qui est tant que. OK. Donc, maintenant, on peut, par exemple, à partir de L, avoir le nombre d'éléments, donc qui est le length. En anglais, ça, c'est le diminutif de la taille. Donc, length. Ah, je suis en train d'écrire dans un markdown. Donc, je prends le Python. Bam. Donc, on nous dit que le nombre d'éléments dans
dans le L ici est 11. Donc, si on compte manuellement, on a 10 plus le 0. Donc, 10 éléments à partir de 1 plus l'élément 0. Donc, ça fait bel et bien 11 éléments. D'accord? Donc, ici, ça va un peu changer parce que j'ai changé l'ordre des choses. Unit. Je n'ai pas exécuté. Voilà. Là, ça doit être vrai parce que 0, c'est le premier élément. Et ici, 1, donc qui est le deuxième élément, n'est pas un multiple de 2. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut récupérer la taille. Et on peut aussi l'affecter à une variable n, qui signifie, voilà. Et on peut aussi l'afficher si on veut, print n. Voilà. Donc, on peut maintenant utiliser le n qu'on a récupéré pour pouvoir l'utiliser dans notre boucle for. Donc, on peut dire pour i allant de, donc maintenant on va faire le range donc le range n, ça veut dire que range n, ça va de 0 jusqu'à n-1. OK? Range n, ça veut dire c'est des éléments, range 11, c'est égal à 0, 1 jusqu'à 11 moins 1. Donc, ça fait exactement 0 jusqu'à 10. Donc, c'est en fait 0 jusqu'à n-1 pour généraliser. Donc, si vous avez 11, ça veut dire que ça va faire 10 moins 1, donc de 0 jusqu'à 10 moins 1. Parce que l'indexage en Python commence par 0. D'accord? Donc, je vais mettre 2 points ici. Et maintenant, print I. Donc, ça veut dire que je suis en train de juste dire à Python, il faut juste afficher les i. Vous voyez ici que vous avez i qui prend la valeur 0 jusqu'à n-1. Donc, 11 moins 1. Donc, la dernière valeur que Python prend, c'est le dernier index, c'est 10 et le premier index, c'est 0. Donc, ici, au lieu de print le i, on peut aussi print L. On peut indexer l'élément directement dans L. Donc, vous voyez que, voilà. Et comme elle aussi a les mêmes éléments que les index, du coup, on a aussi le même affichage. Donc, pour faire simple, on pouvait aussi écrire une boucle pour dire pour i dans L directement et on print les i. C'est exactement la même chose. Pour i, élément de L, afficher i. Maintenant, simple exercice, tester chaque élément de L s'il est multiple de 2. OK? Comment on peut faire ça? Quelqu'un peut ouvrir son micro et nous dire comment ça va le faire? En utilisant la boucle for, tester chaque élément de L s'il est multiple de 2. Allô? C'est vrai que ça se fait tard, hein? Peut-être les gens ont dormi devant Teams. On est ensemble là? OK. Donc, si on a suivi comment j'ai testé les premières valeurs et les deux premières valeurs de L, tester si c'est un multiple de 2. Oui. Voilà. Maintenant, quand on est capable d'itérer, c'est-à-dire de prendre chaque élément de L et l'afficher, comment le tester directement dans la boucle for pour dire et afficher un message pour dire que tel élément n'est pas un multiple, est un ou bien n'est pas un multiple de 2 directement. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à l'intérieur de la boucle ici? Ok, d'accord. Je pense que nous allons prendre le premier élément, juste le dernier. Non, je voudrais qu'on teste. Ça, c'est les éléments de L, n'est-ce pas?
Je voudrais qu'on teste un Oui. par un, du premier jusqu'au dernier, s'il est ou pas multiple de 2. Par exemple, je prends le 0. Est-ce que 0 est un multiple de 2? Je dois écrire le test. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire en dessous de la boucle for pour avoir ce test-là fait? D'accord. Le premier élément de L, c'est 0, n'est-ce pas? Oui. Et le dernier, c'est vous là-bas, c'est 11, je crois. Le dernier, c'est 10. Le 10. C'est 10, voilà. Donc, nous allons prendre, dans le tableau L, nous allons prendre 1, 2.10. 1, 2.10. 10. Non, si je fais 1, 2.10, ça marche pas. Je pense que c'est 1. Non, ça marche pas. En fait, je veux faire simple. C'est-à-dire, je suis capable de tester, par exemple, le premier élément ici, s'il est multiple de 2. D'accord? En fait, c'est exactement ce code que j'ai besoin en bas de ma boucle. Et maintenant, ce que je vais varier, c'est l'index. Ici, je prends juste un seul élément, OK, qui est le premier. Oui. Voilà. Mais comme je peux afficher dans la boucle, elle itère sur, elle indexe tous les éléments, par exemple, de L. C'est-à-dire, elle va prendre les index de 0 à 10. Et à chaque fois, je peux récupérer l'élément, le ième élément de L. Donc, je peux prendre l'élément, le ième élément de L et effectuer le test directement dessus. Donc, au lieu de l'afficher ici, je vais écrire maintenant le if L, le ième élément de machin modulo 2 est égal à 0. Donc, je suis en train de tester le ième. Ça veut dire que comme i va varier, je serai capable de tester tous les éléments qui sont stockés dans L. D'accord? Ouais. Donc, maintenant, si le ième élément modulo 2 donne 0, ça veut dire que cet élément est un multiple de 2. Donc, i est un multiple de... Non, L de i. Je pense ça comme ça. Est un multiple de 2. Maintenant, sinon, je copie le même message ici. N'est pas. Ouais. Voilà. Donc, au lieu de faire ça manuellement un à un, avec la boucle, si j'exécute ce code, on va avoir un message pour tous les éléments, élément par élément. Maintenant, on a testé pour tout le monde. 0 n'est pas un multiple, 0 est un multiple de 2, 1 n'est pas, 2 est un multiple de 2, 3 n'est pas, et ainsi de suite. Donc, ça nous évite, par exemple, de faire un travail manuel. Donc, imaginons qu'on a un vecteur de 10 000 éléments et on veut faire des tests. Bon, ce n'est pas souvent le modulo seulement. Hein. On peut faire d'autres tests pour savoir quelles sont les personnes qui ont un âge supérieur à 30, par exemple. C'est des tests qu'on peut faire et on veut juste récupérer l'index de ces valeurs-là qui sont supérieures à 30. On peut aussi écrire une boucle for et ou soit d'utiliser la librairie NumPy qui est plus adéquate pour ce genre de trucs. Donc, à la deuxième séance, je vais introduire la librairie NumPy qui est très ça nous évite d'utiliser par exemple les boucles for à chaque fois. Donc, voilà. Et c'est pas interdit d'utiliser les boucles for. Donc, voilà. Donc, si maintenant je veux récupérer, ça c'est... Oui, allez-y. OK. Donc, ici aussi, comme I est directement un élément de L, donc on va un peu modifier le code ici. Donc, au lieu de dire L de I, ce sera I lui-même, comme I est directement pris dans L. Ici, I est un index. Voilà pourquoi on fait L crochet I. Mais comme ici, on veut directement élément par élément, donc I est un élément de L. On n'a pas utilisé le range.
Donc, on teste directement I. Donc, ce n'est plus L de I, mais c'est directement I. Et on voit que c'est le même résultat. Donc, la boucle, vous pouvez indexer ou soit prendre l'élément direct. Ça dépend du problème. Et ça dépend aussi de est-ce qu'on veut stocker une valeur après avoir fait un test. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux encore ajouter un petit truc avant qu'on on est à 10 minutes de la fin. Le modérateur peut me dire ce qu'il y a lieu de faire. Et j'espère que ce n'était pas aussi très rapide. Je ne connais pas le niveau de chacun. Mais la bonne nouvelle est que ce calepin va être partagé et puis je créerai aussi un Google Classroom et Abdel s'en chargera par exemple d'inclure tout le monde dans ce Google Classroom. Donc, ça va nous permettre de partager les contenus comme ceci. Et attention, ça va nous permettre par exemple de partager les contenus, donc les calepins après chaque séance. Donc, ces calepins seront déposés dans la classe. Et si quelqu'un a un problème particulier ou bien une question, ça peut nous permettre aussi, ça peut être utilisé comme un forum pour poser des questions et quelqu'un peut venir avec la solution pour aider. Voilà, donc c'est ça l'idée. Cool. Donc, voilà. Maintenant, si je veux récupérer tous les éléments, par exemple, récupérer les multiples de 2 seulement, dans une autre liste, ou bien d'une sous-liste. Hein. On peut avoir une sous-liste L2. Donc, je peux aussi faire ça. Donc, let me add code. Donc, je peux. Donc, maintenant, ici, il faut définir une liste vide. OK? C'est comme ça qu'on définit une liste vide. Il n'y a aucun élément dedans. Et on peut itérer encore pour dire pour I dans L, n'est-ce pas? Donc, si le I là est multiple de 2, OK? Si I était multiple de 2, il faut le mettre dans le L2. Pardon. La sous-liste là, c'est L2. Si I était multiple de 2, il faut le mettre dans le L2. Donc, on va utiliser la fonction, le module append pour dire attacher maintenant cet élément I là qui vérifie la condition. Donc, si ça vérifie la condition, il faut populer maintenant la liste de L2. Sinon, il faut passer au suivant. Else, on peut aussi écrire next. Voilà, donc ça, c'est un code qui marche. Et je peux à la fin afficher print L2. Donc, il va seulement récupérer. Qu'est-ce que j'ai fait? What's going on here? Pourquoi j'ai pour I, ça doit marcher, non? Print I. Qu'est-ce qu'il y a dans L? Ah, il n'y a rien dans L. Ah, je comprends maintenant. Ah oui, c'est parce que j'ai redéfini la variable L, j'ai exécuté. Donc, ça a écrasé carrément L. Donc, ce bouton-là vous permet d'exécuter les cellules du haut du haut, excepté la cellule actuelle. Donc, normalement, ça doit marcher. Voilà. OK. Donc, ici, j'enlève le print. Bam. Donc, ici, ce sont seulement les chiffres les nombres qui obéissent à cette condition. Donc, ça veut dire tous les multiples de 2. On peut aussi dire, récupère-moi seulement les multiples de 3. Donc, on a 0. 0 est multiple de tout le monde. Donc, on a 3, 6 et 9. OK. Donc, les multiples de 5, on aura juste 2, 0, 5 et 10. Voilà. Donc, voilà. Dès qu'on modifie le truc, la liste aussi, la sous-liste aussi s'adapte directement à la condition.
Donc, on peut aussi créer une sous-liste qu'on va appeler L3, si on veut, pour récupérer aussi les multiples de 3. Maintenant, on peut dire elif I modulo 3 is 0. Maintenant, on va populer plutôt L3. Append I. Donc, on peut print les deux, L2 et L3. Donc, vous allez voir que voilà, il a récupéré les multiples de 2, il les a mis dans cette liste. Il a récupéré aussi les multiples de 3, il les a mis dans cette liste. Donc, voici l'utilité de elif. Et comme le 0 a été déjà pris dans le 2, donc voilà pourquoi il n'apparaît plus dans la seconde liste. Voilà. Et c'est des choses qu'on peut aussi réarranger. Cool. We have 4 minutes left. Abdel, what do you decide? Ouais, bon, si vous avez des questions, interagissez. N'hésitez pas. Ne restez pas si vous ne comprenez pas quelque chose aussi. Posez des questions. Ouais. Ah, donc on a encore une heure de plus, non? Il nous reste un truc de 30 minutes comme ça. Ouais. Ah, ok. D'accord, donc je continue. J'étais en train de regarder ici, 22h26. Ok. Donc, voilà. On a tous les ingrédients possibles. Non, pas tout. Définir une fonction. Donc, quand on est capable de contrôler les structures, on est capable de tester des choses. Maintenant, il faudra qu'on aussi sache comment définir une fonction. Donc, définir une fonction. Oui, allez-y. Oui. Donc, je n'ai pas suivi le rôle de la fonction append. Ah, append, c'est, par exemple, quand tu as une liste vide, comme L2 ou L3, c'est-à-dire que si la condition est vérifiée pour ceci, il faut attacher maintenant le i à L2. Append, ça veut dire concaténer, quoi. Ou bien attacher, ou ajouter ça à la liste L2. Donc, si ça vérifie, elle va passer du vide maintenant à un élément de plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle s'arrête. Donc, si je comprends, c'est vérifier une condition quelconque et puis ajouter l'élément dans la liste. Oui, oui. Merci. Ouais. Donc, définir une fonction en Python. Donc, pour définir une fonction en Python, on utilise le mot-clé def. Def, et on peut appeler notre fonction, par exemple, sum. Donc, on peut passer maintenant aussi les arguments. Donc, on peut faire la somme de x et y, par exemple. Et il faut aussi les 2 points. Donc, le mot-clé def, les mots-clés souvent sont en bleu. Donc, tous les mots-clés de Python sont. Et là, c'est interdit, par exemple, de définir une variable def est égal à quelque chose. Donc, comme c'est déjà un mot-clé. Donc, ici, on veut écrire une fonction qui calcule la somme entre la somme de x et y qui seront passés en argument. D'accord? Donc, on peut directement retourner, donc return x plus y. Donc, on vient de définir une fonction qui marche bien. Et dès qu'on va l'appeler, on met en argument x et y, directement la fonction est capable de nous faire la somme. Donc, si je veux utiliser somme de 223 et 987, on a directement le résultat. Donc, grosso modo, si on connaît définir une fonction, c'est-à-dire tout ce qui vient en dessous de la fonction, excepté return, c'est-à-dire return, c'est pour maintenant donner le résultat final. Donc, on peut faire tout ce qu'on sait faire déjà, selon la logique que je viens de partager.
C'est-à-dire, on peut écrire une boucle for qui fait quelque chose, on peut contrôler la structure pour, par exemple, récupérer une sous-liste de quelque chose et ensuite, à la fin, afficher le résultat voulu. Donc, voilà. Et là, maintenant, notre exercice qui était en haut ici peut être déplacé en bas pour qu'on le fasse aujourd'hui, ou soit on peut le faire aussi. Ouais, on peut le faire aujourd'hui. On peut le faire aujourd'hui. Attention, je vais déplacer. Où? I would like to move it down. Tout. Voilà. Donc, j'ai tiré l'exercice. Voilà. Ici, on peut définir une fonction pour résoudre ce problème particulier. Donc, je peux appeler cette fonction réseau. Réseau, un système, une équation quadratique. Je peux appeler réseau quad. Et tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est d'ajouter. En entrée, j'ai seulement besoin des coefficients ici. Je n'ai pas besoin de mettre AX élevé au carré. Non, ça ne marchera pas. Donc, j'ai juste besoin de A, j'ai besoin de B et j'ai besoin de C. C'est tout. Et maintenant, dans le code de la fonction, je suis capable maintenant de calculer ou bien de tester. C'est-à-dire, si l'élément A ici est égal à 0, je dois maintenant dire à l'utilisateur que, mon frère, moi, je m'attendais à quelque chose de quadratique, c'est-à-dire la puissance au carré doit exister. Maintenant, si A est 0, c'est juste une simple équation Bx plus C égale à 0. Donc, je dois pouvoir dire à mon utilisateur que, frère, ce n'est pas une équation du second degré. Hein? Pas une équation du second degré. Donc, pour ne pas faire les choses longues. Donc, la solution maintenant est, donc, même si ce n'est pas un truc du second degré, je te donne quand même la solution. Donc, quelqu'un peut ouvrir son micro pour me dire si A égale à 0, quelle sera la solution de cette équation? Si A égale à 0. Ok, mathématiquement, si A égale 0, la solution sera moins C sur B. Oui, donc la solution va être moins C divisé par B. Très bien. Donc maintenant, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on va avoir maintenant, si A est différent de 0, donc on est maintenant dans le else. D'accord? Ça veut dire qu'on va avoir maintenant ax carré plus bx. Donc la fonction sera vraiment une fonction, l'équation sera une équation quadratique, une équation du second degré. Donc maintenant ici, on doit encore calculer quoi? On doit calculer calcul du déterminant, discriminant. Je ne sais pas si c'est A ou bien c'est E, discriminant delta. Donc, delta est égal à B élevé au carré moins 4 fois A fois C. Donc, après avoir calculé mon delta, qu'est-ce que je fais? Je teste les choses. Donc, maintenant, on sait que si, après avoir calculé delta, si delta est égal à 0, non, disons est supérieur à 0, on dit qu'on a deux solutions, deux racines. On a deux racines réelles distinctes. Donc, si delta est inférieur à 0,
Souvent, on dit qu'on n'a pas de solution réelle, mais on a deux racines. On a deux racines complexes. Et puis, on peut ajouter aussi conjugué parce que l'une des racines est conjuguée à l'autre. OK? Et si delta égale à 0, donc l'égalité, c'est double égal, il ne faut pas confondre. On a deux racines. Non, on a une racine réelle double. Voilà, donc c'est ce qu'il faut contrôler. OK? Donc, c'est ce contrôle-là qu'on va mettre dans if. Donc, les if qui sont imbriqués maintenant au premier if. Ce premier if, c'est pour contrôler seulement si le coefficient A ici est nul. Et on donne cette solution. Sinon, on va maintenant calculer le delta et faire ces trois contrôles-là. Voilà. Donc, maintenant, on peut ajouter encore un if. Delta est supérieur à 0. Si delta est supérieur à 0, la solution maintenant va être égale à quoi? Donc, ici, je vais aussi ajouter un autre type de liste qui est les tuples. Donc, on va sauver, on sauve, ou bien on va sauvegarder les solutions dans les tuples, dans les tuples. Donc, c'est aussi une forme de liste. Donc, ici, on peut mettre la solution, bon, la racine 1, virgule racine 2, directement dans le tuple. Donc, souvent, on dit que c'est la première solution, c'est B moins B moins quoi? La racine. Donc, la racine, c'est square root. Ça n'existe pas directement dans l'environnement Python. Donc, si vous tapez la racine de 2, vous n'allez rien avoir. Donc, il faut importer une librairie qu'on va appeler import math. Avec import math, maintenant, on peut avoir... Donc, après avoir importé la librairie math, on peut avoir maintenant le square root dedans. Ou bien, on peut faire from math, import. Donc, on importe toutes les fonctions de math. Ça veut dire que par ricochet, il y a la fonction square root qui est directement importée dans l'environnement Python. Donc, ça dit qu'il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme le logarithme, les sinus, cosinus. Donc, si vous importez la librairie math, il y a tout dedans. Donc, là, maintenant, on peut accéder au square root, on peut accéder au sinus, 1/2, voilà, et tout et tout. Donc, voilà. Donc, on a besoin de square root, de square root. Mais sinon, on pouvait aussi définir notre fonction square root sans importer. Donc, je vais commenter. On peut aussi définir def racine. Donc on sait que la racine carrée d'un nombre, c'est sa puissance. On prend sa puissance, on élève le nombre à la puissance 1/2. Donc, on va seulement return x power 1/2. Donc, 1 divisé par 2. Donc, ça aussi, si on fait maintenant la racine carrée de 2, voilà, on a exactement ce qu'on a récupéré dans maths. On a le 1,414. Donc, on peut utiliser racine directement comme... J'avais peur d'importer les paquets. C'est ce que je voulais faire. Je voulais le faire plutôt à la prochaine séance. Donc, voilà, c'est mieux que nous-mêmes, on soit capable de définir nous-mêmes notre racine. Donc, je vais utiliser la racine ici au lieu de square root. Donc, racine de delta
Donc ici, delta est positif, voilà pourquoi on est capable de prendre la racine. Et le tout divisé par 2a, 2 fois a. Donc ici, on peut copier et la solution 2 reste directement, on change juste le moins ici par plus et le tour est joué. Ça, c'est quand delta. Maintenant, if delta est inférieur strictement à 0, donc on peut juste ici print un message, mais on peut aussi calculer la même solution. OK. Là, maintenant, on va plutôt, on va prendre la valeur absolue. Je trouve ça un peu compliqué parce que c'est les complexes. À la prochaine séance, je pourrais revenir là-dessus. Comme c'est encore le b.a.-ba, je ne suis pas sûr qu'on capte, mais je peux le faire. Hein. Ça sera... Ici, on va avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, on peut aussi chercher la documentation sur les nombres complexes. OK. Attention. Donc, il y a aussi une façon très simple de chercher une documentation sur une fonction donnée. Donc, on peut définir les complexes avec la partie réelle et la partie imaginaire directement. Donc, pour chercher une aide, par exemple, d'une fonction que si vous doutez sur l'utilisation d'une fonction, vous pouvez faire point d'interrogation la fonction ou soit simplement faire help et puis mettre le nom de la fonction directement ici. C'est pareil. Donc, help est plus large, mais point d'interrogation vous donne un truc un peu plus limité. D'accord. Donc, ici, on va plutôt utiliser la partie réelle va être moins B sur 2A. Donc, je vais prendre ça, complexe. Donc, la partie réelle, c'est moins B divisé par 2 fois A. Et la partie imaginaire de la première solution, ce sera racine de la valeur absolue de delta divisé par je vais savoir là où la parenthèse s'arrête. Ici, divisé par 2 fois A. Les choses se compliquent, hein. Je m'excuse beaucoup. Donc, maintenant, je peux copier ici. Ce que j'ai à changer, c'est comme c'est des conjugués, l'autre va seulement prendre un signe négatif. Donc, ici, je peux commencer par un signe négatif. Et là, je mets un signe positif. Et c'est tout. Donc, j'ai fini pour la partie delta. Donc, maintenant, si on a supérieur strictement et inférieur strictement, donc, l'égalité, on peut laisser ça dans le else. Ça veut dire que le delta est égal à 0. Donc, on a une solution double, une solution réelle double. C'est juste cette partie qui donne 0. La racine de 0 donne 0. Donc, on va juste enlever la partie où il y a la racine de delta. Donc, on va avoir moins b divisé par 2a, moins b encore divisé par 2a. Donc, c'est la racine double là. Et voilà, et on vient de définir une fonction qui, à mon avis, peut marcher et on peut la tester. On peut la tester. Donc si j'ai, par exemple, les coefficients, c'est-à-dire 0, pour dire que A a pris la valeur 0, 1 et 1, mon commentaire, voilà, faire, ce n'est pas une équation du second degré, la solution est quand même... voilà, ici, vous voyez que la solution ne s'affiche pas parce que je n'ai pas un return. Donc, je dois return la solution. Donc, vous voyez aussi les comment faire les indentations, comment le code est structuré. Donc, pour pouvoir mettre le return, il faut être sous la fonction. Donc là, à la position où le if est. Donc, le return doit être exactement ici. Si vous le mettez là, ça veut dire qu'il est sous le if. Donc, c'est à chaque fois, il va
il se pourrait même que ça ne marche pas. Donc, il faut être sous le if ici. C'est-à-dire c'est la position exacte quand vous êtes après les 2 points. Si vous tapez entrée, c'est cette position exacte-là. Il faut être sous ça. Donc, ici, je peux étendre solution. Donc, dans tous les cas, solution est ici, solution est là, solution est ici, solution est là. Donc, dans tous les cas, la solution va être affichée. Donc là, maintenant, je vais encore réactiver la fonction dans la mémoire. Et vous voyez que là, maintenant, la solution s'affiche. En effet, c'est pas une équation de second degré, mais la solution est moins B, moins C sur B. Donc, moins C, c'est moins 1 divisé par 1 qui donne... Voilà. Je peux encore changer les choses. Je peux prendre, par exemple, 5, 3, et ici, je peux prendre 5. Voilà, les choses changent. Je peux encore utiliser ma même fonction et vérifier notre cas. Par exemple, si je prends 1, 2 et 1, je vais aussi afficher un message pour dire, pour afficher delta, print, donc F, le discriminant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit ou bien avec discriminant delta est égal, maintenant, virgule, delta. Non, le discriminant delta est égal à delta. Donc, delta est égal à delta. Donc, ici, je n'ai pas besoin de F. Donc, pour avoir à chaque fois une information sur le delta. Donc, ici, le delta n'est pas calculé. Voilà pourquoi il ne s'affiche pas. Mais ici, vous voyez, le discriminant delta est égal à 0. Et on a une solution réelle double. Vous voyez ici. Là où j'ai mis les commentaires. Attends, voilà. Si delta est égal à 0, on a une racine réelle double. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Et si, par exemple, je changeais le 2 en 1, on va avoir le scénario où il y a des complexes. Voilà. Donc, le discriminant est égal à moins 3. Donc, voici les racines du nombre complexe. Et voilà. Donc, on vient de vérifier toutes les conditions. Non, il reste encore une autre condition, celle du discriminant positif. Peut-être 2, 2, 1. Non, je vais prendre 1, 2, 4, comme ça, vous voir. Nope. 1, 5, 4. Voilà. Ici, le discriminant est positif, qui donne 9. Donc, on a... qu'est-ce qui se passe? On a deux racines doubles. On a une racine double. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ça ne doit pas être comme ça. Il y a un souci dans notre code. Moins B. Moins racine de delta sur 2A. Moins B plus racine de delta sur 2A. Pourquoi j'ai une racine double? C'est très très bizarre. Ouais, je pense qu'on a un problème avec... ouais, on a un problème ici, là. On a un gros souci là. Il y a un truc qui ne marche pas. Si delta est positif, donc on a moins B, moins la racine de delta divisé par 2 fois A. Moins B plus la racine de delta divisé par 2 fois. Donc, je vais le faire de façon manuelle pour voir ce qui se passe réellement. Donc, là, si A est égal à 1, A, B et C sont égales à 1, 5 et 4. Maintenant, delta est égal à B
au carré moins 4 fois A fois C. Maintenant, est-ce que la solution, si... Ouais, ça doit donner, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un souci avec le code. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Ça, c'est delta, racine, racine. Ouais, donc normalement, la solution pour delta positif doit nous donner ça avec les paramètres A, B et C. Je pense que, bon, il y a un truc que j'arrive pas à voir, mais qui sera visible. Après, je vais faire un update du code et le déposer dans le truc. Voilà, je pense que pour une première séance, c'est trop d'informations à avaler. Donc, je ne sais pas si on peut arrêter là pour aujourd'hui. Abdel, s'il n'y a pas de questions. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions à propos de tout ce qui a été abordé? Je pense que plusieurs notions ont été abordées. Si vous n'avez pas compris un point, veuillez soulever la main et puis poser votre question. N'hésitez pas. Même si ça vous semble que la question est trop banale, posez-la. On est là pour apprendre. C'est bien. J'ai une question. Oui. Pourquoi on est réparti en haut définir la fonction racine? Pourquoi on n'est pas définir après avoir défini la fonction réseau équation? Ah, belle question. Ça dit, ta question, c'est pourquoi on ne l'a pas défini sous cette fonction directement, n'est-ce pas? Bon. Oui, c'est possible. On peut définir une fonction dans une fonction. C'est-à-dire, on peut avoir ça directement dans notre fonction. Ça marche aussi. C'est-à-dire, on commente ici, on copie la fonction et on la met là. Ça marche. Il faut juste respecter les espacements et tout. Et ça marche complètement. Ça marche très bien. Donc, on peut la définir en dehors ou dedans. Maintenant, si on la définit dedans ici, ça veut dire que s'il y a une autre fonction qui dépend de la fonction racine, ça va être compliqué de la retrouver. Donc, ça, ce n'est plus dans l'environnement global. C'est un environnement spécifique à cette fonction réseau quadratique. Donc, c'est aussi un peu dangereux. Et si imagine, je supprime la mémoire de Python. Maintenant, la mémoire est supprimée et j'exécute tout le code. Donc, je viens de le faire. Hein. J'ai tout supprimé. Maintenant, j'exécute le code. Maintenant, si je cherche la fonction racine, je ne vais pas la trouver. C'est-à-dire, je viens là, je dis racine. Il va me demander c'est quoi racine. Racine n'est pas définie parce qu'elle est définie à l'intérieur de cet environnement qui est attribué à la fonction réseau. Maintenant, s'il y a une fonction qui dépend de racine et que je veux encore utiliser la racine là-bas, je ne saurais le trouver. D'accord? Voilà pourquoi il faut, pour être plus en sécurité, il faut la définir quelque part dehors. Ouais, oui, belle question. Oui. Bien, question d'indentation. Si par exemple, nous tombons sur un code qui n'est pas le nôtre et que c'est un peu en pêle-mêle, est-ce qu'il y a une extension qui va nous permettre d'indenter ce code-là rapidement, comprendre, ou bien il faut voir ligne par ligne et puis indenter nous-mêmes? À mon avis, maintenant, ça dépend. Ça dépend. C'est un réarrangement manuel est requis pour ce cas de figure. Pour un utilitaire qui va nous aider à réarranger, je ne sais pas beaucoup, sauf si on demande à ChatGPT de le faire.
tu as dit que tu es capable de le faire très rapidement. Donc, tu copies le code, tu dis, tiens, vraiment, aide-moi à arranger ce code. Ça, c'est la solution de ce millénaire, quoi. Hein. Tout le monde prend le code, il jette dans ChatGPT, il est capable de réarranger ça. Ça, c'est, voilà, dernier recours. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre utilitaire, ou si vous connaissez, vous pouvez nous suggérer. Bon, moi, je pense que le debugging doit être manuel, à mon avis. Je suppose que, bon, on est codeur, on peut savoir que, ouais, ça ne marche pas à cause de cette... Même Python le dit, hein, quand, par exemple, vous exécutez, Python est capable de vous indiquer là où il y a le problème. Et des fois, s'il n'indique pas, à partir de la solution aussi, on peut se rendre compte que non, il y a un truc qui ne marche pas bien. Et voilà. Ah, je comprends maintenant pourquoi ça ne marchait pas. Ici, c'est Elif. C'est ça. Oui, allez-y. D'accord. Je ne sais pas, peut-être après la question, vous allez clôturer directement. Pardon? Peut-être après la questionnaire, vous allez clôturer directement. Je voudrais demander quels sont vos conseils pour nous débutants. Est-ce possible de programmer Python sans connaître l'anglais? Est-ce que possible de programmer Python sans connaître les maths? Voilà. Quel conseil donnerez-vous à nous, les débutants? Oui, c'est l'anglais, non. L'anglais, moi, j'ai commencé à programmer, mais j'étais nul en anglais. C'est vrai que tous les langages, bon, si vous prenez une fonction, c'est quasiment, c'est comme si tu parlais l'anglais avec la machine. C'est plus facile quand tu as l'anglais, mais l'anglais n'est pas vraiment, la clé. Les maths, oui, c'est-à-dire il faut avoir quand même les prérequis, une notion d'algèbre, les notions d'algèbre, et puis voilà, un peu de l'algèbre pour la logique. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est basé sur la logique mathématique. Donc, si on a un peu d'algèbre linéaire dans son background, on peut facilement devenir codeur. Mais pour l'anglais, ça vient avec le temps. Donc, bon, si la personne peut vraiment se mettre au travail pour aussi améliorer l'anglais, c'est aussi l'idéal. Donc, oui, l'anglais n'est pas vraiment un prérequis, mais c'est très, très important si on veut aller vite dans la programmation. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Tous les bons livres aussi sont en anglais. Hein. Tous les bons livres de programmation, Python, Java, C, si on veut aller vite, c'est l'anglais. Voilà, c'est vrai qu'il y a les équivalences aussi en français. Bon, voilà pourquoi je dis que l'anglais n'est pas vraiment requis. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, j'aurais aimé, j'aimerais aussi avoir le feedback des apprenants. Donc, si c'était rapide ou bien si, bon, s'il y a autre chose à faire. Faudra pas qu'on soit complètement largué. Donc, voilà, pour moi, c'est la base. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à être rapide, mais bon, s'il y a quelque chose à améliorer, vous pouvez aussi me donner ce feedback-là. Dans le groupe, ou soit, voilà, après qu'on aura fini de créer le Google Classroom pour le partage des contenus. Donc, vraiment, la prochaine séance va dépendre du feedback de tout un chacun. Et je suis en train de progresser comme ça aussi vers les machine learning. Donc, on peut faire peut-être à la fin, donc après quelques séances, on peut pouvoir faire du modèle linéaire simple, modèle linéaire multiple, les modèles logistiques. Bon, pour ceux qui voudraient bien, parce que là, c'est un groupe de AI, je me dis peut-être qu'on a besoin aussi de ces BABA, de ces algorithmes fondamentaux. Comment ils marchent et quelles sont les librairies, par exemple, qu'on peut utiliser pour faire ces modèles-là et aussi suggérer qu'est-ce qu'on peut faire en plus avancé, voilà,
pour aller vraiment vers l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, avec Abdel, on va coordonner tout ça et voir comment les choses vont évoluer. Si c'est nécessaire. Abdel? Oui, oui. Hmm. Voilà. Donc, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir participé. Je remets la parole à Abdel. Et à bientôt. D'accord. Merci beaucoup, docteur Lema, d'avoir intervenu. C'était enrichissant comme première séance et j'espère que les participants ont appris énormément de choses. Pour faire récap, on a eu à voir tout ce qui est en rapport avec arithmétique, c'est-à-dire addition, multiplication, les modulos, tout ça. La définition aussi d'une variable, l'affectation, la création de listes, tout ça. Et après, les conditions aussi qui sont tellement des notions essentielles dans un langage de programmation. Parce que lorsqu'on programme, on est amené à créer des boucles à l'intérieur pour répéter certaines, certaines fonctions, certains processus, tout ça. Et, Ouais. on utilise généralement ça. Donc, il est essentiel, après cette séance, que vous allez faire, par exemple, une revue de tout ce que vous avez appris et pour pouvoir consolider. Et après, si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris une notion aussi, n'hésitez pas à poser des questions directement sur la plateforme. Et après aussi, lui, il créera Google Classroom et à l'intérieur, on va vous ajouter là-bas. Et il y aura une deuxième séance. On verra quand on va programmer cette deuxième séance en fonction de sa disponibilité. Et le script aussi vous sera partagé. A priori, lorsque vous apprenez un langage, lorsque vous n'avez pas assez de notions dessus, lorsque vous rencontrez des problèmes, n'allez pas copier directement ça sur ChatGPT. Il faut lire d'abord ce qui est retourné comme problème. C'est-à-dire, parfois, ça peut être des problèmes de syntaxe ou bien des mal définitions des variables, des trucs comme ça. Donc, il faut revoir le code, il faut lire ce qui est retourné comme erreur. Et en fonction de cela, ça vous permettra de réfléchir. Et lorsque vous tombez prochainement sur une même erreur, donc, vous allez facilement pouvoir répondre. Lorsque vous collez sur des outils LLM comme ça, ChatGPT, Claude, entre autres, ça peut vous donner des réponses. Lorsque vous ne passez pas énormément de temps pour comprendre comment il a généré la réponse, ça ne sera pas idéal. Et là, vous n'apprenez pas grand-chose. Donc, il est essentiel que vous fassiez un peu d'effort intellectuel lorsque vous apprenez un nouveau langage de programmation. Et lorsque vous arrivez à avoir le BABA, vous comprenez, vous pouvez travailler dessus en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, après, vous pouvez utiliser d'autres outils pour déboguer ce genre de choses. Et après, il y a d'autres plateformes aussi, parce qu'actuellement, avec les LLM, les gens n'ont pas tendance à réagir sur les plateformes, surtout d'échange, telles que Stack Overflow, ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à interagir, parce que même les experts dans un langage de programmation, ils ont du mal. Parfois, ils arrivent à faire, ils font des erreurs. Généralement, lorsqu'on code, on fait toujours des erreurs. C'est Ouais. inévitable en quelque sorte. Et là, il Ouais. ne faut pas se stigmatiser et dire que ah, je ne comprends pas, je ne suis pas bon, des trucs comme ça. On apprend au fur et à mesure. Et après aussi, il faut savoir interagir avec les autres lorsque vous rencontrez un problème. Et comme ça, les autres aussi, s'ils ont une solution ou des pistes de solution, ils peuvent vous répondre. Et comme dans Math, il y a plusieurs chemins pour avoir une bonne réponse. Dans la programmation aussi, parfois Ouais. une personne définit de telle manière et l'autre définit d'une autre manière, mais on peut aboutir à une même solution. Donc, tout ce que j'ai ajouté. Et après aussi, pour la prochaine séance, soyez plus interactif. Plus Ouais. interactif. Après, si vous ne comprenez pas, aussi soulevez la main et posez vos questions. Parce que lorsque l'intervenant évolue et vous ne posez pas de questions, cela sous-entend que vous comprenez tout. Et lorsque vous ne comprenez pas, il faut l'interrompre pour pouvoir poser vos questions. Et puis, comme ça sera interactif et chacun apprendra. Ouais. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse conclure directement et on mettra fin à la rencontre d'aujourd'hui. Et on vous remercie aussi pour votre présence. C'est pas évident d'être là. Et aussi pour la présence de notre intervenant pour sa disponibilité. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Lema. Ouais. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est un plaisir
de chercher aussi à capaciter voilà, les frères tchadiens en ce qui concerne la programmation. Voilà. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont jamais programmé, bon, c'est une opportunité à saisir. Et voilà, j'ai ajouté deux liens. Bon, le premier, vous pouvez l'ouvrir. Maintenant, quand vous l'ouvrez, si votre éditeur détecte que votre système est en anglais, il va vous proposer une traduction directement de la page en français ou dans la langue que vous utilisez. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le traducteur Google pour avoir le contenu traduit. Donc, c'est une des possibilités. Voilà. Donc, attends, je ne sais pas si c'est le tutoriel point payant que je viens de... Ah oui, ça, c'est le payant. Celui-là, il est ouvert, donc ce sera mieux. Parce que là, si on parle de payer, ça va être chaud. Bon, je vais enlever ça. Voilà. Donc, vous avez deux liens pour vous permettre de continuer davantage à apprendre. Moi, j'ai donné juste voilà, les b.a.-ba. Donc, dans tous les langages, c'est cette base-là qu'on va voir. Et Abdel l'a déjà dit. Donc, vraiment, ça a été un plaisir. Et je trouverai toujours le temps pour une autre séance. Et voilà, on va toujours continuer. Et puis voilà. Je suis sûr qu'après ceci, vous aurez beaucoup de questions. Et je vous encourage vraiment à ne pas être timide voilà, poser des questions. Et à partir des questions, on peut avoir des codes qui nous aident à résoudre nos problèmes peut-être du quotidien. Je ne sais pas, parmi nous, il peut y avoir des gens qui veulent se lancer dans les analyses de données avec Python dans leur quotidien. Donc, c'est quelque chose qui peut directement arranger tout le monde. Voilà, donc au lieu de seulement capaciter les gens ici au Rwanda, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis en train de faire le même travail avec un autre groupe de Tchadiens. C'est les statisticiens, le groupe des statisticiens économistes du Tchad. Donc, on a déjà fait 3 bonnes séances et vraiment, c'était aussi bien. Et comme eux aussi, ils ont un background en maths, c'est allé vraiment très vite. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Et bonne soirée à tous et à la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Léma. Merci Ouais. à tout le monde. Et Ouais. on se retrouve à la séance prochaine pour la deuxième séance. Donc, on vous tiendra au courant lorsqu'on arrive à avoir un créneau dessus. Et après, on a un partenariat avec Datacam aussi. Pour ceux qui ont un peu de notions en anglais, même si vous n'avez pas de notions, après, vous pouvez mettre des sous-titrages sur les vidéos. Donc, à partir de là, si vous remplissez le formulaire, on va vous attribuer la bourse. Et vous pouvez apprendre là-bas pour vous entraîner aussi. Donc, bientôt, notre partenariat va arriver à terme. Il nous reste que 6 mois, je pense. Et là, il faut en profiter. Mais malheureusement, on a fait un partenariat, mais on se rend compte que nos compatriotes n'en profitent pas, malheureusement. Et là aussi, ce n'est pas bon. Lorsque vous voulez apprendre, il faut en profiter. Et c'est l'occasion aussi, parce que tous les cours lorsqu'on vous donne accès à cette plateforme, tous les cours, vous aurez accès à eux et puis gratuitement. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer quelque chose dessus. Rien du tout. Vous allez apprendre en fonction de votre disponibilité. Merci. Wow. Oui, j'avais hésité de mettre Datacamp dans le lien parce que c'est payant. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mis. J'ai cherché la liste des liens open source. Bon, des liens oui, tout non à payants. fait. Je vous recommande surtout Mm. de commencer avec Open Classroom, c'est mieux. Quoi. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, les amis. Et bonne soirée à tous. Bonne nuit, comme c'est déjà la nuit. À la prochaine. Ouais. Okay.